Bonjour. Parce qu'il fut toujours très présent dans la vie d'Émile Zola, Paul Cézanne, le chantre de la Provence, occupe une place importante dans mon livre Zola et les mystères de Marseille, écrit en 2010 et préfacé par Jean Contrecy. Je vous propose aujourd'hui de retrouver ces deux grandes figures du XIXe siècle, Cézanne et Zola. Et vous verrez que si leur amitié fut profonde, elle n'en fut pas moins orageuse. C'est le moins que l'on puisse se dire. Des rubans bleus sur les manches et les volants, un col de dentelle pour seul ornement sur sa robe qu'elle avait taillée elle-même, à la dernière mode, un petit chapeau haut perché sur ses cheveux tirés en arrière, un châle à franges sur les épaules, quelques brins de muguet au corsage, Alexandrine Gabrielle Mellet, la petite lingère de la place Clichy, pénétra, visiblement émue, au bras du principal témoin de son mariage, Paul Cézanne, dans la mairie de Batignolles, ce mardi 31 mai 1870. C'était un grand jour pour elle, même si ce mariage n'était en fait qu'une simple formalité. Elle vivait déjà depuis 5 ans avec son futur époux, qui l'attendait tout pâle et étriqué dans son costume noir, sous les hauts plafonds de la mairie, la plus belle, disait-on, de la banlieue parisienne. Timide et maladroit, rien ne permettait de soupçonner alors le génie chez ce jeune homme rond, au regard myope, réservé et timide. Il n'a alors que 20 ans. Il n'est encore ni célèbre, ni riche, mais on peut déjà percevoir la ligne volontaire de la bouche et quelque chose de césarien dans le menton. Il s'appelle Émile Zola. En quelques phrases monocordes, le maire expédia la cérémonie. Tout fut fait très vite, à peine le temps de s'en apercevoir, et tout le monde se retrouva sur le perron en plein soleil. Émile prend le bras de Gabrielle, rayonnante. Les camarades les félicitent en plaisantant. Paul Cézanne se jette dans les bras de son ami Zola, puis tous partent déjeuner en bande pour fêter l'événement. Zola et Cézanne sont des copains d'enfance, on pourrait presque dire des frères, et leur amitié a débuté après une bagarre dans une cour de récréation. Paul Cézanne est né à Aix-en-Provence en 1839. Émile Zola a 1 an de moins que lui. Il est parisien, mais il vécut à Aix-en-Provence de l'âge de 2 ans à 18 ans. Son père, François Zola, d'origine italienne, était ingénieur et s'était installé en Provence pour construire un barrage. Cézanne était le fils d'un négociant en chapeaux et avait fait fortune et fondé sa propre banque. En 1832, il entre au collège Bourbon à Aix-en-Provence. Plutôt grand pour son âge, il se fait aussitôt remarquer par sa vive intelligence, mais aussi son caractère entier et son horreur de la discipline. Il y rencontre Émile Zola, un petit garçon de 12 ans, haut comme 3 pommes, de visage boutonneux, le torse trop long comme dévié sur des jambes trop courtes. Chétif et timide, le malheureux est de surcroît complexé par un défaut de prononciation. Chahuté par ses camarades au cri de « Parigot !» il devient vite le souffre-douleur de toute l'école. Lors d'une bagarre, Cézanne le prend sous sa protection, et le lendemain, en signe de reconnaissance, le petit Zola lui apporte un panier de pommes qui, plus tard, inspireront à Cézanne un tableau célèbre. Ainsi se noua une grande amitié d'adolescence entre les deux garçons. S'ajouta un 3e camarade, Baptistin Baille, avec lequel ils formeront un trio d'inséparables, comme on les nommera au collège.
Cézanne et Zola cumulent les prix. Émile est surtout doué en sciences, Paul en poésie et musique. Pour fuir la pension, le trio part à la conquête de la montagne de diamants bleus, qui surgit brusquement d'une plaine ruisselante de lumière, la Sainte Victoire. Selon le côté par lequel on la contemple, elle apparaît sereine ou sauvage, en tout cas porteuse d'émotions. Cet abrupt rocher de la Sainte Victoire, tout baigné d'horreurs dantesques quand on l'aborde par le vallon aux terres sanglantes, évoqué par Barès dans La colline inspirée, sera révélé au monde par Cézanne, qui lui donnera un corps et une âme. Quant à Zola, il trouvera les mots qu'il faut pour décrire avec un enthousiasme fougueux cette montagne rude, symbole de la Provence, tout en l'enveloppant d'un mystère quasi religieux. À droite, la chaîne des Garrigues dresse ses pics désolés, ses champs de pierre, ses blocs couleur de rouille, comme roussis par le soleil. Le grand chemin, formant chaussée, à côté de la rivière, passe au milieu de rocs énormes. Rien n'est plus sauvage, plus étrangement grandiose que cette route taillée dans le flanc même des collines. La nuit, surtout, ces lieux ont une horreur sacrée. Sans craindre le soleil, les trois garçons courent dans les garrigues, arpentent les collines arides, calcinées, ratatinées, grimpent sur les rochers où, sous les pins tourides, les cigales crissent bruyamment. Ils se baignent nus dans les rivières, font griller des côtelettes, ils sont libres et sans tabou, indifférents au regard des approbateurs de quelques rares passants qu'ils croisent quelquefois, et, le visage hâlé par le soleil, à tue-tête, ils déclament des vers, d'abord Hugo, puis Musset et Vigny. Souvenir éternel, gloire à la découverte, dans l'homme ou la nature égaux en profondeur, dans le juste et le bien, source à peine entr'ouverte, dans l'art inépuisable, abîme de splendeur. 10 fois, 20 fois, il récite les strophes de Rolla et des Nuits de Musset, dont la poésie novatrice tranche tellement sur les tristes humanités classiques enseignées au collège. Il vibre avec Baudelaire, rendu plus sulfureux par le procès des fleurs du mal. Émile écrit un poème à son ami Paul, qu'il compare à l'inconnu vêtu de noir, à ce double qui lui ressemblait comme un frère. Bercé de romantisme, il rêve de conquérir Paris. Zola est le premier à franchir le cap. En 1858, il obtient une bourse pour le lycée Saint-Louis à Paris. Et partit aussitôt pour la capitale, car il était ambitieux et pensait qu'il serait un jour un grand écrivain. Oh, et puis, il le savait bien, c'est à Paris que se forgent les gloires littéraires. Cézanne, de son côté, hésite encore sur sa vocation. Poussé par son père, il commence à faire du droit. Les deux amis échangent lettre sur lettre. Cézanne écrit à Zola, en décembre 1858, ces vers qui en disent long sur son accablement. Hélas, j'ai pris du droit à la route tortueuse. J'ai pris n'est pas le mot, de prendre m'a forcé. Le droit, terrible droit d'ambages enlacés, rendra pendant 3 ans mon existence affreuse. Zola le pousse à venir le rejoindre, mais Cézanne père, qui veut absolument faire de son fils un autre lui-même, à savoir un banquier, le retient avec obstination. À Paris, Zola écrit d'abord une œuvre charmante, pleine de souvenirs et de senteurs de sa chère Provence, Conte à Ninon, qui sera publié par Hetzel en 1864, puis
La Confession de Claude, roman inspiré de ses premières expériences amoureuses. En 1861, enfin, au terme d'une guerre d'usure avec son père, Cézanne fait ses malles, prend le train, et Zola, qui n'y croyait plus, voit soudain débarquer son compère. Paris, désormais, n'a qu'à bien se tenir. Mais, passés les premiers éblouissements, l'ex-soi est vite déçu. Son père lui ayant coupé les vivres, il travaille comme un fou, dès 6 heures du matin, face au modèle de l'Académie suisse, où l'on s'inscrit pour quelques sous. À l'Académie suisse, il rencontre un compatriote, dont le nom sonne comme une charge de cavalerie, Achille Empereur. Mais cet empereur-là est un nain difforme et contrefait, ce qui n'empêchera pas Paul de s'attacher à lui et, plus tard, en 1868, de le peindre à Aix dans le fauteuil monumental de Papa Cézanne. C'est certainement l'un des plus étonnants tableaux de Cézanne que j'ai pu voir. Il se trouve au musée d'Orsay et on ne peut s'empêcher d'éprouver un certain malaise devant ce qui semble être une caricature du portrait de Napoléon sur son trône par Ingres, artiste que Cézanne détestait. Mais c'est un portrait absolument saisissant. Cézanne fixe magnifiquement l'âme de son ami sur les traits de son visage. Celui-ci semble un peu perdu dans cet immense siège, il est crispé, et ses longues mains blanches pendent comme des mains de fantôme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces crispations sont balayées par une explosion de couleurs, et la couleur rend toute sa gloire à ce personnage douloureux, et il est certain que le jour où il l'a peint, Cézanne a vraiment sacré son ami empereur. S'il se fait donc des amis à l'Académie suisse, Cézanne ne rencontre que peu d'encouragement de la part des peintres reconnus. Seul un certain Camille Pissarro trouve à ses dessins quelque chose de véronèse. Alors il explose. L'amour-propre à vif, il doute et se replie sur lui-même, comme dans une carapace. De cette année 1861, nous n'avons guère de témoignages, sinon l'ébauche d'un portrait de Zola figé et inexpressif. Finalement, il retourne à Aix, persuadé d'être perdu pour la peinture, et Zola ne parvient pas à le retenir. Il finit même par rentrer dans la banque paternelle, mais comme il le griffonne un jour sur un livre de comptes, Cézanne le banquier ne voit pas sans frémir derrière son comptoir naître un peintre à venir. Désormais, sa vocation de peintre se confirme, et à partir de l'automne 1862, il partagera son temps entre Aix et la capitale. À partir de 1864, Zola va prendre l'habitude de réunir ses camarades chez lui, tous les jeudis, dans le quartier des Batignolles. À ses côtés, sa bonne amie, une fille simple, une grisette sans le sou, une petite lingère qui pose pour les peintres et qui sera l'unique passion de sa vie. Ses camarades sont presque tous provençaux et presque tous artistes. Poètes comme Antoine Valabrègue ou le jeune Paul Alexis, le journaliste Marius Roux, et bien évidemment Cézanne qui travaille à une toile qu'il a commencée un de ces fameux jeudis et qu'il intitule le plus simplement du monde Paul Alexis lisant un manuscrit à Émile Zola. L'ambiance est bon enfant. Tout le monde se tutoie et la gastronomie tient une place non négligeable. Désormais, Cézanne ne regarde plus Paris avec méfiance, mais il a toujours autant de mal à se faire reconnaître, ou tout simplement connaître. Ses œuvres cauchemardesques
bitumés d'une pâte noire, ces ciels de ténèbres, ces femmes qu'on poignarde, sa tentation de Saint-Antoine et sa tête de mort épichée, inspirés des visions torturées de Flaubert et de Baudelaire, ne séduisent guère et le peintre s'insurge et tempête. Un autoportrait le montre alors impétueux, barbu comme un prophète, le nez pâteux, le regard despotique. Il semble dire adieu à sa jeunesse, et c'est vrai qu'il aborde déjà la trentaine. Voici comment le décrit le critique d'art Georges Rivière. C'est un grand et solide garçon, haut perché sur des jambes un peu grêles, le visage noble, entouré d'une barbe noire frisée, telle une figure de dieu assyrien. Ce 31 mai 1870, si c'est un grand jour pour Émile et pour Alexandrine, c'est aussi un grand jour pour Paul, et il partage le bonheur de son ami, de son frère, mais de son côté, il n'envisage pas de suivre son exemple et d'officialiser son union avec Hortense Fiquet, une longue fille brune qui lui servait de modèle, car il pressent trop bien qu'un tel mariage déplairait à son père. Et ce garçon, à la franchise d'ordinaire si ravageuse, semble toujours redouter ce père autoritaire, mais qui lui permet néanmoins de survivre grâce à la rente qu'il lui attribue, et lui permet donc de continuer à peindre. Pour poursuivre sa liaison de la façon la plus discrète possible, échapper aux foudres paternelles et se soustraire à l'armée traquant les réfractaires, quelques jours après le mariage de son ami Zola, il va s'installer dans le petit village de pêcheurs de l'Estac et habiter avec Hortense dans une maison qu'il loue à sa mère. Dans ce village, à la vue saisissante sur le golfe de Marseille, ou encore dans les chemins rocailleux de l'arrière-pays, il va mettre en pratique la résolution qu'il avait confiée à Zola quelques années plus tôt. Ne faire que des choses en plein air. Et il va en effet commencer à travailler à l'extérieur en se soumettant, toile après toile, à la nature. À l'Estac, pour la première fois, ses yeux se dessillent à la clarté, et il va désormais se mettre à l'école des magiciens de la lumière, et il deviendra lui-même un fabuleux magicien de la lumière. À l'Estac aussi, Hortense lui donnera un fils, Paul, dont il n'ose révéler l'existence à son père, de crainte que celui-ci ne supprime sa pension. Cependant, à Paris, le jeune couple Zola vit au cœur de l'actualité, et comme des milliers de Parisiens suit l'évolution rapide de la désastreuse guerre maladroitement déclenchée par Napoléon III contre les Prussiens. Zola écrit alors dans des journaux d'opposition à l'Empire, La Tribune, Le Rappel et La Cloche, et proteste violemment contre la guerre dans les premiers jours de la mobilisation. Lorsque la République fut proclamée le 4 septembre 1870, le roman que Zola avait commencé à écrire en 1867, Les Mystères de Marseille, allait connaître de nouveaux succès en librairie, sans doute parce que Zola dénonçait dans son roman la corruption et la toute-puissance de l'argent, et que, pour les républicains, c'était en quelque sorte l'état du régime impérial qui était montré du doigt, bien qu'en réalité l'action du roman se situe entre 1823 et 1848, et non sous le Second Empire. Le 7 septembre, alors que les armées prussiennes s'apprêtaient à déferler sur Paris, les bruits les plus épouvantables sur les exactions auxquelles elles allaient se livrer se répandaient à Paris. Poussé par Alexandrine, Émile Zola se décida à partir pour Marseille. Il s'installa à l'Estac, où il retrouva, bien évidemment, son ami Paul Cézanne,
Il brûle alors de fonder un journal à Marseille même, dont il voit au lointain les toits et les bateaux, mais il est retenu par Cézanne qui l'admoneste. Tu n'as pas idée de la stupidité de cette féroce population. Tout ça ne nous regarde pas. Je suis peintre, alors je peins. Tu es un écrivain, alors tu écris. On a souvent parlé, à propos de Cézanne, de l'égoïsme sacré de l'artiste. En fait, il ne faut pas oublier qu'il était le fils d'un riche banquier d'Aix et qui fut révulsé par ce qu'il vit le 4 septembre et les jours suivants. Écœuré par la violence de Esquiros, proconsul de Marseille, et de ses séides, il préférera replonger très vite dans sa propre révolution, sa révolution silencieuse, celle de la couleur, aveugle à la grandeur qui anime aussi ce qui n'est pour lui que mascarade. Quant à Zola, malgré les conseils de son ami Cézanne, il n'abandonne pas son idée et finit par fonder, avec l'aide de M. Arnaud, le directeur du Messager de Provence, un quotidien qui ne coûte que 5 centimes et qu'il appelle tout simplement la Marseillaise. Dans l'espoir de trouver de nouvelles ressources, car les fonds sont insuffisants et la concurrence rude, il décide de partir à Bordeaux le 12 décembre, où s'est replié le gouvernement de la Défense nationale, afin de prendre contact avec quelques relations qu'il avait dans le parti républicain parvenu au pouvoir. Alexandrine doit rester à Marseille, faute d'argent pour l'accompagner. Mais elle supporte mal la séparation. Elle lui écrit. S'il me fallait recommencer souvent d'être séparé comme cela, je crois qu'il vaudrait mieux se jeter la tête contre les murs. Dans une autre lettre, c'est l'humour qui perce chez cette femme aimante qui veillera toute sa vie sur son mari avec discrétion et courage. Regarde un peu les Bordelaises, vois si elles ont aussi bonne tournure que les Marseillaises, si elles sont plus jolies. Mais tu sais, ne fais que les regarder, pas plus, vieux polisson. À Bordeaux, Zola ne parvient pas à trouver de l'argent pour son journal. Et comme lui-même est à sec, il travaille comme secrétaire chez un député républicain et parvient finalement à envoyer ce qu'il faut à Alexandrine pour qu'elle puisse le rejoindre la veille de Noël. Et ce n'est qu'en mars 1871 qu'ils rentreront à Paris avec l'Assemblée nationale. Zola est donc à Paris lors des événements dramatiques de la Commune. Il a longtemps espéré une conciliation possible entre communards et Versaillais. Il fustigera aussi bien la Commune, cette abominable parodie de 93, que l'égoïsme des Parisiens fortunés. Mais il n'adoptera jamais une position claire. La semaine sanglante n'épargnera pas les Batignolles, mais lorsque les Zola rentreront chez eux, ils trouveront tout en ordre. Le 4 juillet, Émile écrira à Cézanne. Aujourd'hui, je me retrouve tranquillement aux Batignolles, comme au sortir d'un mauvais rêve. Mon pavillon est le même, le jardin n'a pas bougé, pas un meuble, pas une plante n'a souffert, et je puis croire que ces 2 sièges sont une farce inventée pour effrayer les enfants. Au propre comme au figuré, et on peut peut-être le regretter, Émile Zola et Paul Cézanne sont passés à côté de la Commune. De 1871 à 1877, Zola va se faire une place dans la vie littéraire, mais au prix d'un travail forcené, un travail de tous les instants. Il confiera plus tard « Le travail a pris mon existence. Peu à peu, il a volé ma mère, ma femme, tout ce que j'aime. » Il publie durant ces années, enfin pour s'en tenir à l'essentiel, La fortune des Rougon, La Curée,
Le ventre de Paris, La conquête de Plassans, La faute de la Mémourée, Son Excellence Eugène Rougon, et son chef-d'œuvre, L'Assommoir, en 1877. 1877. Cette année-là marque un tournant pour la France. Les élections voient la victoire des Républicains. Le président monarchiste, MacMahon, doit céder la place au républicain Jules Grévy. Mais 1877, c'est aussi la grande année pour Zola, dont le dernier roman, L'Assommoir, paru le 24 janvier, connaît un succès sans précédent, même s'il soulève une partie de la critique contre lui. Zola est désormais un homme célèbre et riche. C'est aussi une année importante pour Cézanne, qui se lie d'amitié avec Pissarro, avec lequel il travaille, à Auvers-sur-Oise, non loin de Pontoise, où demeure Pissarro. À son contact, il délaisse définitivement ses aplats ardents et sombres pour une touche plus maîtrisée, où chaque détail de paysage semble irradier ce qui l'entoure, telle la vue sur Auvers-sur-Oise. Plantant leurs chevalets dans les mêmes sites, Cézanne et Pissarro travaillent devant des motifs rustiques similaires. Routes, maisons et rues de village. Tous deux participent également à la première exposition d'un groupe d'artistes qui reçurent le nom d'impressionnistes. Et cette fameuse année 1877, la Maison du Pendu de Cézanne figure aux côtés de paysages peints par Pissarro à Pontoise. Cézanne déclenche l'enthousiasme. Déclenche l'enthousiasme des uns, mais la colère des autres. Pissarro deviendra non seulement le pivot du groupe impressionniste, mais aussi l'un des piliers de l'avant-garde. Cézanne, le bougon, l'ours, le sauvage, va se trouver à l'aise parmi ce groupe et se sentira proche notamment de Renoir et de Monet, qu'il recevra à l'Estaque. Mais il n'est jamais trop sûr de ses choix, et de plus en plus, au fil des ans, il doutera des autres et de lui-même. Claude Monet le comprend bien. C'est un véritable artiste, dira-t-il à propos de Cézanne, et qui en est arrivé à douter de lui par trop. Et puis Cézanne, c'est un caractériel, un écorché vif. Pissarro, comme Zola, lui reprochera gentiment son mauvais caractère, ses doutes perpétuels et son manque d'ambition. Par la violence de son caractère et son inadaptation à la société parisienne, il laissera l'image d'un solitaire et d'un marginal. Dès 1861, Zola disait d'ailleurs de lui: « Paul peut avoir le génie d'un grand peintre. Il n'aura jamais le désir de le devenir. » Au mois de mai, Zola, au fait de sa gloire, ressent la nostalgie de ses années d'enfance et d'adolescence en Provence. Il décide de partir pour Marseille, le 27 mai, avec Alexandrine, Madame Zola mère, Raton le chien et Moinillon le chat. À Marseille, ou plus précisément à l'Estaque. Pourquoi l'Estaque? Sans doute à cause de Cézanne, parce que les Zola ayant séjourné en 1870, quand ils fuyaient Paris, et que ce modeste village aux portes de Marseille les avait enchantés. Par ailleurs, la faculté recommandait les bains de mer à Alexandrine, de santé parfois précaire. La chambre des Zola donne sur la mer, et chaque matin, en ouvrant les fenêtres, ils peuvent contempler le paysage superbe. Voici la description qu'en donne Zola dans Naïs Micoulin. Des deux côtés du golfe, les bras de rochers s'avancent
tandis que les îles, au large, semblent barrer l'horizon. Et la mer n'est plus qu'un vaste bassin, un lac d'un bleu intense par les beaux temps. Au pied des montagnes, au fond, Marseille étage ses maisons sur des collines basses. Quand l'air est limpide, on aperçoit l'Estaque. On aperçoit de l'Estaque la jetée grise de la Joliette, avec les fines mâtures des vaisseaux, dans le port. Puis, derrière, des façades se montrent, et au milieu de massifs d'arbres, la chapelle de Notre-Dame de la Garde, blanchie sur une hauteur en plein ciel. Émile s'est installé un pupitre d'enfant devant la fenêtre, et il écrit son nouveau roman, Une page d'amour, tandis qu'Alexandrine coud les rideaux de leur nouvel appartement à Paris, rue de Boulogne. Comme il fait très chaud, les deux époux partagent l'heure du bain à 6 heures lorsque le soleil se couche. À l'Estaque, ils mènent une vie tranquille et laborieuse, leur seul excès étant, comme toujours, la gourmandise. Ils se régalent de fruits d'été, pêches, abricots, figues, raisins, mais aussi de coquillages, sans oublier la bouillabaisse, qu'Émile se plaît à écrire étymologiquement bouille à baisse. Alexandrine peaufine sa recette, et Émile soutient que le secret de ce plat est dans sa cuisson rapide et à feu très vif. Je ne résiste pas au plaisir de vous la communiquer. Je cite Émile Zola, bien entendu. Le poisson, au fond de la poêle, simplement couvert d'eau, avec de l'oignon, de l'huile, de l'ail, une poignée de poivre, une tomate, un demi-verre d'huile. Puis la poêle sur le feu, un feu formidable, à rôtir-mouton. Pour tout vous dire, la chaleur aida. Alexandrine et Émile tombent tous les deux malades. Madame Zola mère, sans doute plus solide ou peut-être plus raisonnable, échappe seule à la gastrite galopante qui va retenir le couple au lit durant plus d'une semaine. Courant août, la chaleur devient suffocante. Il fait plus de 40 degrés à midi. Émile a perdu l'habitude de la canicule depuis qu'il est installé à Paris, et vit alors, presque cloîtré, avec sa plume, évidemment. Il regrette de retrouver son ami Cézanne, de plus en plus irascible et révolté contre tout et contre rien, même si sous l'influence de Pissarro et du docteur Gachet, il semble retrouver un nouvel enthousiasme, une nouvelle lumière. Cézanne lui rappelle le temps de leur enfance et de leur adolescence, et les deux amis s'étreignent, étranglés par l'émotion. Mais Zola, malgré ses poussées de nostalgie, ne vit pas avec le passé, et une fois encore tente de secouer son ami, toujours en proie aux doutes et aux angoisses. Zola ne rentrera à Paris que fin octobre. Les formidables tirages de l'Assommoir lui permettent d'acheter une maison à Médan, sur les bords de la Seine. La littérature a payé ce modeste asile champêtre, écrira Zola à Flaubert, qu'il s'empresse d'inviter. Zola entreprendra des travaux importants qui transformeront la maisonnette en véritable château. Son château, dans lequel il recevra, dès 1878, la petite bande, comme l'appelle Alexandrine, composée de Paul Alexis, Henri Séard, Joris Huysmans, Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet, et bien évidemment le vieux camarade d'enfance, Cézanne, qui, de 1878 à 1885, abandonnera plusieurs fois la mer et le ciel d'azur de l'Estaque pour venir peindre à Médan, où chaque fois qu'il en témoigne le désir, la porte lui est grande ouverte. Cézanne
est ravi de la réussite de son ami. Mais il est un peu énervé par les prétentions à la bourgeoisie du couple Zola, et ces sautes d'humeur sont fréquentes. Un jour d'été 1879, il décide de peindre Alexandrine servant le thé au jardin. Il tente de saisir le geste gracieux vers la théière, le beau bras tremblant, la robe légère. Poser pour Cézanne n'est pas une mince affaire. Il faut rester immobile, comme une pomme, parfois pendant des heures. Alexandrine le sait bien, mais elle a tant de choses à faire. Or, voici que survient le toujours charmant Antoine Guillemet, l'ami de sa jeunesse. Alexandrine lâche aussitôt la pose pour l'accueillir. Alors Cézanne explose. Il se lève, en renversant son chevalet, brise ses pinceaux et crève la toile en jurant comme un charretier. Alexandrine et Guillemet, qui répriment leur fou rire, tentent de le retenir, mais il quitte le jardin en gesticulant. Tant pis, il n'y aura jamais de tableau d'Alexandrine servant le thé au jardin. Zola est de plus en plus partagé entre l'affection et l'agacement envers son bouillant ami qui reste toujours, à plus de 40 ans, un éternel adolescent capricieux. Il conserve toujours une allure farfelue et négligée, avec ses vestes tachées de peinture et ses grands chapeaux. À cela, il faut ajouter un caractère qui ne s'améliore pas avec l'âge. Jamais satisfait, toujours ironique ou amer. Il est vraiment un hôte difficile, que l'on reçoit bien volontiers, mais que l'on est soulagé de voir partir. Pourtant, c'est un cœur d'or et une âme pure. Zola le plaint sincèrement, car il sait bien que la vie n'est pas facile pour lui, que le succès n'est pas vraiment venu, qu'il n'a toujours pas osé avouer sa liaison avec Hortense et l'existence de son fils, alors âgé de 8 ans. Zola le plaint sincèrement, et durant toutes ces années, s'efforcera de l'aider, au moins matériellement, allant jusqu'à lui verser, pendant des mois, une pension de 60 francs. Hortense lui en sera toujours reconnaissante, mais Alexandrine ne l'aime pas. Elle l'appelle la boule. Le petit Paul, fils de Cézanne, sera le boulet. Quant à Cézanne, il aurait dû déborder de gratitude, mais même s'il accepte les générosités de son ami, il se sent mal à l'aise et souvent se montre désagréable, sans raison. S'il vient à Médan, c'est d'abord pour y peindre, obsédé désormais de faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et de durable comme l'art des musées. Et puis, durant l'été 1880, il achève enfin le château de Médan, une toile superbe à couper le souffle, un chatoiement d'ocre et de verre. Rythmé par les verticales régulières des arbres, les larges horizontales de la rivière, du talus, de la colline et du ciel, le paysage immobile s'anime et vibre. Mais Cézanne trouve dans son vieux camarade le silence contraint de ceux qui ne comprennent pas. Le drame, en effet, c'est que Zola ne comprend pas, ne comprend plus la peinture de Cézanne. Peu de temps après, il confiera « Monsieur Cézanne, un tempérament de grand peintre qui se débat encore dans des recherches de facture. » Zola parlera aussi, à propos de Cézanne, de grand peintre avorté. Cézanne, peu à peu, va s'éloigner de Zola. Il ne terminera pas le portrait de lui qu'il avait commencé. Il continue cependant à venir à Médan, une semaine en 1881, plusieurs semaines à l'automne 1882,
et 3 ans plus tard, en juillet 1885. Mais il supporte de plus en plus mal les nouveaux amis de Zola, ces gens pompeux qui se donnent de grands airs. Ah, nous sommes bien loin des fameux jeudis des Batignolles, où Zola recevait, à la bonne franquette, dans une ambiance bohème, ses copains artistes, tous plus ou moins désargentés, dans une ambiance bohème, et où Alexandrine faisait la popote. Amédan, depuis qu'il est devenu le pape du naturalisme, une espèce de course s'agite autour de lui. Et Cézanne exècre ses amis de la dernière heure. Mais surtout quand ils sont dans les affaires ou le théâtre, comme ce cynique Busnac, qui a adapté pour la scène L'Assommoir et Nana. Plus ils sont parisiens et mondains, plus ils se montrent provincial et grossier avec eux, et fait tout ce qu'il faut pour les choquer. Il retire sa veste et se met en manche de chemise dans les réceptions. Il ne quitte pas son pauvre chapeau crasseux et bosselé. Il parle avec notre bel accent quand il faut parler pointu. Cézanne a toujours été, à sa manière, un provocateur. Cézanne aime Médan, ses arbres, sa rivière, son ciel. Mais quand il se trouve à l'intérieur du château, parmi les épais tapis, les bibelots, souvent de mauvais goût, l'armée de domestiques et les visiteurs hautains ou serviles, il a de plus en plus l'impression de rendre visite à un ministre d'État. Trop de choses séparent désormais Émile et Paul. L'éclatante réussite de l'un, l'isolement et les doutes de l'autre, leur conception différente de la vie et de l'art. Seuls les liens du passé les unissent encore. Pour quelque temps. Au mois d'août 1885, Zola promet à Cézanne de venir le voir à Aix. Mais le choléra est à Marseille. L'épidémie a éclaté en juin dans le sud de l'Espagne et a fait un nombre important de victimes. Depuis juillet, elle s'est propagée en France et dans les rues de Marseille, on allume déjà les feux de sinistre mémoire. Après quelques hésitations, Zola finit par renoncer à son voyage. Cézanne et Zola ne se reverront plus. L'année suivante, le facteur apporte à Cézanne, dans sa maison de Gardanne, qu'il vient d'hériter de son père mort, quelques mois plus tôt, un paquet. C'est d'Émile. C'est son dernier roman. Il s'appelle L'œuvre. Cézanne l'ouvre, il le lit, il pâlit, et il est atterré. Il croit en effet se reconnaître dans le personnage de Claude Lantier, le peintre raté. Et ce roman sera celui de la discorde entre les deux vieux amis. Sa dernière lettre à Zola, datée du 4 avril 1886, est très émouvante dans sa dignité et sa tristesse contenue. Mon cher Émile, je viens de recevoir l'œuvre que tu as bien voulu m'adresser. Je remercie l'auteur des Rougon-Macquart de ce bon témoignage de souvenir, et je lui demande de permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi, sous l'impulsion des temps écoulés. Paul Cézanne. Pourtant, j'en suis persuadé, Zola lui avait envoyé son livre sans malice. Il a d'ailleurs l'impression de ne pas s'être mieux loti que son ami dans son livre. Il se décrit lui-même en Pierre Sandoz, un écrivain qui ne parvenait pas, lui non plus, à écrire quelque chose de satisfaisant. Claude Lantier, dira plus tard Zola, n'est pas un personnage entièrement négatif, c'est même le plus honnête de nous tous. Car dans l'œuvre, c'est tout un groupe de jeunes artistes qui perdent leurs illusions en vieillissant. On y retrouve Manet, Monet,
Baille et d'autres. Si Zola s'inspire en effet de la réalité, il faut bien voir qu'il prit la précaution de piocher chez plusieurs artistes, peintres et poètes, victimes du romantisme. Les plus belles pages de l'œuvre, les plus réussies, sont celles qui mettent en scène trois copains inséparables, dans la garrigue ou au collège, et on retrouve incontestablement Cézanne en Lantier, Baille en Duduche et Zola lui-même en Sandoz. La tristesse de Cézanne est profonde en lisant l'œuvre. Il a l'impression pénible que son ami d'enfance ne le comprenait pas, ce qui le confirmait dans son pessimisme, dans sa conviction qu'il serait désormais seul, et c'est par souffrance plus que par colère qu'il choisira alors de rompre leur amitié vieille de 30 ans. L'amitié est une belle chose, mais elle est fragile comme un cristal. Souvent, elle ne résiste pas au choc du temps qui passe, de la séparation, de la vie, tout simplement. Zola souffrit de cette rupture et tentera en vain de reprendre contact avec Cézanne, mais le mal était fait. Cézanne en souffrit aussi, considérablement. On raconte qu'ils auraient pu se revoir, 10 ans plus tard, à l'occasion d'un passage de Zola à Aix, chez leur ami commun Numa Coste. Paul était prêt à la rencontre, aux retrouvailles, mais un mot malheureux d'Émile, rapporté avec malveillance sans doute, l'aurait de nouveau blessé et éloigné. L'année 1886 sera aussi celle de la mort de ce père si redouté. Et c'est l'année de son chef-d'œuvre, La montagne Sainte-Victoire au grand pin. Dans cette toile admirable, la montagne trône à l'arrière-plan, sauvage mais douce. Les branches de pin mouvantes semblent l'éventer. Les constructions humaines, les maisons, l'aqueduc et les champs cultivés semblent l'entourer comme des courtisans entourent leur souverain. Cézanne ne cessera de revenir pendant 20 ans sur le thème de la Sainte-Victoire, et il semble s'approcher de toile en toile au sommet mythique, en même temps qu'il s'approche de sa fin. C'est en effet au pied de la Sainte-Victoire qu'un jour d'orage, il sera pris de malaise, et il s'éteindra 8 jours plus tard. En peignant sa toile, Cézanne s'écria: « Je respire la virginité du monde. Un sens aigu des couleurs s'empare de moi. Je me sens coloré par tous les tons de l'infini. Dans des moments comme celui-là, je ne fais qu'un avec mon tableau. Nous sommes un chaos iridescent. » À partir de 1886, il vivra le plus souvent au Jas de Bouffan, la demeure familiale qu'il sera obligé de vendre à la fin de sa vie, et ne voudra plus remettre les pieds à l'Estaque, où il connut des moments de grand bonheur. Il s'en explique ainsi: « Je me souviens parfaitement des bords autrefois si pittoresques du rivage. Malheureusement, ce que l'on appelle le progrès n'est que l'invasion des bipèdes qui n'ont de cesse qu'il n'est tout transformé en odieux quais avec des becs de gaz, ou, ce qui est pire encore, avec l'éclairage électrique. En quel temps vivons-nous ?» Dans un autoportrait auquel il travaille, il se tient de 3/4, le regard inquiet, le sourcil circonflexe, la mine allongée par des moustaches et une barbe tombante. Il conserve son humour bourru, mais celle-ci était tempérée, il y a quelques années, par une jovialité bonhomme. Ébranlé par les épreuves continuelles de sa carrière artistique, sa rupture avec Zola, la mort de son père, miné par le diabète, il semble avoir perdu à la longue
tout éclat de gaieté, et il commence à répéter à qui veut l'entendre. C'est effrayant la vie! Oh, c'est effrayant la vie! Tandis que Cézanne vit de plus en plus en ermite, dans sa Provence natale, Zola, à Paris, poursuit son irrésistible ascension. Les années 1885-1888 seront pour lui celles de la gloire. Son roman, Germinal, est salué par l'ensemble de la critique et constitue un véritable événement. Pour la première fois, un romancier fait découvrir à son public la réalité d'un monde presque inconnu, le monde ouvrier. Et la grandeur épique de ses évocations laisse sans voix même ses plus farouches détracteurs. Zola est désormais célèbre dans l'Europe entière. En septembre 1889, il s'installe au 21 bis rue de Bruxelles. Tout lui sourit. Mais voilà qu'il va sacrifier sa tranquillité, son confort bourgeois, sa réputation, en s'engageant dans ce qu'il appellera lui-même la plus extraordinaire aventure du monde, l'affaire Dreyfus. Rappelons brièvement les faits. Septembre 1884. Un indicateur travaillant pour le contre-espionnage français remet à ses supérieurs un bordereau récupéré dans la poubelle d'un attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne. La nature des renseignements qu'il contient semble indiquer la présence d'un traître à l'état-major. Très vite, une liste de personnes ayant eu accès à ces informations est établie. Parmi elles se trouve le capitaine Alfred Dreyfus. Rien ne permet de l'accuser. Aucune preuve ne peut être retenue contre lui. Son crime, son seul crime, est d'être né juif. Le 15 octobre 1894, Dreyfus est arrêté. Jugé à huis clos par le Conseil de guerre, il est condamné à l'unanimité à la dégradation militaire et à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée. Le 17 janvier 1895, il est déporté à l'île du Diable, au large des côtes de la Guyane. En juillet 1897, le commandant Picard, nouvellement en poste, découvre que le fameux bordereau est de la main d'un certain commandant Esterhazy, un escroc d'origine hongroise criblé de dettes. Traduit devant le Conseil de guerre, Esterhazy est acquitté à l'unanimité. En novembre 1897, Zola, qui ne peut contenir son courroux, écrit « Cette affaire Dreyfus me jette dans une colère dont mes mains tremblent. Je désire élargir le débat, en faire une énorme affaire d'humanité et de justice. » Et c'est la célèbre lettre ouverte au président de la République, M. Félix Faure, le 13 janvier 1898. « Je suis en train d'écrire la plus belle page de ma vie, dira-t-il alors très justement. En 2006, on célébra le 100e anniversaire de la mort de Cézanne, mais aussi le 100e anniversaire de la réhabilitation de Dreyfus, dont le point d'orgue fut une cérémonie nationale qui s'est déroulée le 12 juillet à l'école militaire en présence du président de la République, Jacques Chirac, qui déclara lors de son discours « La réhabilitation de Dreyfus, c'est la victoire de la République, c'est la victoire de l'unité de la France. » Dans toute la France, dès le lendemain de la publication du J'accuse, c'est Georges Clemenceau, directeur politique de l'Aurore, qui a trouvé ce titre génial, des manifestations de haine se déchaînent. Zola sera traîné dans la boue et devra même s'exiler un temps en Angleterre. Le nom de Zola éclipse même le véritable héros malheureux de l'affaire, Alfred Dreyfus. C'est le temps de l'intolérance et du fanatisme. Le monde artistique et littéraire ne sera pas épargné par la division entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, même parmi les amis de Zola. Son ami Renoir
passe à l'ennemi et fréquente le salon antisémite de Madame de Luynes, avenue des Champs-Élysées, où se retrouvent Jules Lemaître, Bony de Castellane et tous les futurs chefs de la Ligue de la patrie française. Henri Séart et Marius Roux écrivent dans des journaux peu favorables à Dreyfus, et donc à Zola. Degas renvoie sa bonne protestante, car, dit-il, tous les protestants sont pour Dreyfus. Monet, en froid avec Zola, lui écrit pour l'applaudir. Et Cézanne? Et Cézanne dans cet imbroglio? Il semble qu'il refuse de se mêler à l'affaire, bien qu'il se sentait plus à l'aise dans le camp des gardiens de la bonne pensée et qu'il ne doutait guère de la culpabilité de Dreyfus. À cause de cela, sans doute, Pissarro ne lui adresse plus la parole. En fait, comme en 1870, lorsqu'il exhortait Zola de ne pas se mêler aux événements politiques de Marseille, « Tout ça ne nous regarde pas. Je suis peintre, alors je peins. Tu es un écrivain, alors tu écris. » Cézanne ne se sent pas concerné, en général, d'ailleurs, par l'actualité. Et de même que la défaite de 1870, ou l'écrasement de la Commune de Paris dans le sang en mai 1871 ne l'avait pas affecté, il s'intéresse peu à l'agitation autour de l'affaire Dreyfus. On chercherait d'ailleurs en vain dans ses œuvres des allusions à l'histoire, à la grande comme à la petite. Il manifesta toujours une parfaite indifférence à tout ce qui n'était pas la peinture ou la littérature. Mais il n'était pas insensible aux douleurs des autres, et surtout de ses amis. Il fut très peiné par les attaques ordurières lancées contre Zola et les menaces des plus fanatiques anti-Dreyfusards. Mais il considérait qu'on ne récoltait que ce qu'on avait semé, et il s'interrogeait devant Aurélien Houchard, le célèbre viticulteur du Toulonnais, chez qui il déjeunait d'ordinaire le dimanche. Comment cet idiot de Zola a-t-il pu s'enfoncer dans un pareil bourbier? À ce moment-là, Cézanne était enfin reconnu comme un grand peintre, et cela depuis novembre 1895, et la grande exposition qui lui fut alors consacrée à Paris. Les articles élogieux s'étaient multipliés, il était devenu l'artiste à la mode, mais lui qui, dans sa jeunesse, avait, comme Zola, souhaité connaître un jour le succès, il ne semblait plus à présent le goûter. Il se plaint même de ce succès tardif et fuit dans la solitude de ces chères collines provençales. Il sombre même dans de violentes crises de misanthropie et laisse son fils et le fidèle Ambroise Vollard s'occuper des ventes de ses toiles. Il ne fut jamais un homme d'argent. En septembre 1902, malade, il rédige son testament et lègue tout à son fils. Le 29 du même mois, le vieil ami, le frère, Émile Zola, meurt asphyxié à son domicile de la rue de Bruxelles dans des circonstances troubles. Paul Cézanne en est bouleversé. Désormais, il est vraiment seul. Mais son art lui donne le courage de continuer, et il y mettra tout ce qui lui reste d'énergie. Par un ricochet inattendu, la mort de Zola va lui valoir une attaque de la plus grande bassesse. Alexandrine, ayant décidé de liquider une importante partie des œuvres de peinture que possédait Émile, une vente a lieu à l'hôtel de Rouault, et certains adversaires de Zola en profitèrent pour régler leurs comptes. Henri Rochefort, le célèbre journaliste anti-Dreyfusard, est de cela. Dans un article de l'Intransigeant du 9 mars 1903, intitulé « L'amour du lait », développant l'idée que ceux qui aiment Dreyfus et l'ont défendu ne peuvent aimer que le lait, il reprend à propos de la vente exposition le vieux thème de l'hilarité déclenché par certains tableaux, dont ceux de Cézanne.
Il écrit notamment: quand on voit la nature comme l'interprètent Zola et les peintres ordinaires, il est tout simple que le patriotisme et l'honneur vous apparaissent sous la forme d'un officier livrant à l'ennemi les plans de défense du pays. L'amour de la laideur physique et morale est une passion comme une autre. Même s'il est habitué à ce genre d'attaque, ce coup bas affecte particulièrement Cézanne et le déconcerte. Il est en effet paradoxal de constater que Cézanne serve, lui, le nom de Dreyfusard, à ce genre d'opération. Mais il semble bien que Rochefort ne savait absolument rien des positions du peintre et avait décidé de toute façon, comme il le dit très clairement, qu'on pouvait être Dreyfusard par nature, par essence. Le plus triste est que cet article odieux circula librement à Aix, sa ville natale, qu'il aimait profondément. La petite cité bourgeoise, qui avait gardé le souvenir de Papa Cézanne, le banquier, n'accepta jamais vraiment que son fils préfère la peinture, activité marginale entre toutes, à de vraies responsabilités professionnelles ou sociales. On raconte qu'un jour Cézanne entendit dans la rue à son passage: « Au mur! On fusille les peintres pareils !» Et qu'une autre fois, des garnements le poursuivirent en lui jetant des pierres et en lui criant: « Vai pinter des gabi! Va peindre des cages !» À son fils, il se plaindra de ses mœurs de basse province. Il rendra bien d'ailleurs à ses concitoyens leur animosité, tout en distinguant les gens simples avec lesquels il aimait vivre et les intellectuels. À son fils encore, il parlera dans une lettre à propos des intellectuels de ce tas d'ignards, de crétins et de drôles. Mais désormais, il était au-dessus de tout cela et se consacrait entièrement à son art, et c'est la seule chose qui comptait désormais pour lui. « Je me suis juré de mourir en peignant, » dira-t-il. En 1906, il assiste à l'inauguration du buste de Zola par Philippe Solari à la bibliothèque Méjeanne d'Aix, en présence du maire, M. Cabassol, fils de l'ancien associé de Papa Cézanne. Il écoute avec émotion Numa Coste évoquer le passé, leur jeunesse. Paul Cézanne, tout retourné, pleure comme un gosse durant toute la cérémonie. Alexandrine, celle qu'il accompagnait en la tenant par le bras à la mairie des Batignolles le 31 mai 1870, était là. Elle ne lui adressera pas la parole. De retour chez lui, Cézanne sent le sol se dérober sous ses pieds. Des images se bousculent dans sa tête. Ses souvenirs, tantôt heureux, tantôt douloureux, défilent comme des nuages roses dans le ciel bleu de Provence. Du petit port de pêcheurs de l'Estaque au château de Médon, des courses enfantines du trio d'amis dans les garrigues provençales au long cheminement solitaire d'un vieil homme malade, sur les sentiers tortueux de la Sainte-Victoire, de la neige fondue à l'Estaque, à ce crâne qu'il esquisse, serti entre les plis rouges d'une tenture. La mort le hante de plus en plus depuis la disparition de Zola. Que de chemin parcouru! Le temps a passé inexorablement. Les illusions se sont envolées. Les amis ne sont plus. Et Cézanne, au crépuscule de sa vie, porte un regard amer et lucide sur les hommes, et son jugement n'est pas indulgent. Les hommes sont voleurs, suffisants, infatués, orgueilleux, violents. La vie est dure, cruelle, impitoyable, effrayante.
Mais, ajoutait-il avec un sourire toujours émerveillé dans sa barbe immaculée, que la nature est belle, que la nature est belle, que la nature est belle. Je vous remercie.